Dans ce cours, nous allons aborder l'histoire du cancer, comment il se développe et progresse, et le rôle du pathologiste, c'est-à-dire du médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique, dans la prise en charge d'un prélèvement tumoral pour permettre aux cliniciens d'adapter le traitement du patient. Tout ce qui sera illustré ici sera volontairement simplifié, même un peu simpliste, mais il devrait vous permettre d'acquérir les principaux concepts pour ensuite aborder les différents cancers des différents organes dans d'autres cours. Commençons donc. Reprenons nos petits pictogrammes qui nous accompagneront au niveau pendant ce cours. D'un côté, des cellules bénignes au sens normal, ou du moins si on se réfère à des tumeurs bénignes, et donc des cellules qui ne sont plus vraiment normales car elles ont quand même proliféré pour former une tumeur, sans critères ni comportement malin. Nous reverrons plus tard les critères de bénignité versus malignité des cellules et tumeurs. De l'autre côté, les cellules malignes, c'est-à-dire cancéreuses. Idem, nous reverrons leurs propriétés, notamment morphologiques, plus loin. Entre les deux, des cellules métaplasiques, elles sont bénignes mais ne sont pas à leur place, elles sont issues de la transformation d'un type cellulaire en un autre, en adaptation aux contraintes du milieu dans lequel elles doivent se régénérer. Enfin, des cellules dysplasiques au sens de précancéreuses, avec des cellules qui accumulent certaines caractéristiques des cellules cancéreuses, mais on n'est pas encore au stade de cancer avec ces cellules dysplasiques. Différentes séquences sont alors possibles. D'un tissu constitué de cellules apparemment normales d'une tumeur bénigne peut se développer un cancer. Parfois, des étapes intermédiaires vers le cancer passent par des lésions métaplasiques ou dysplasiques, sur métaplasie ou sans métaplasie préexistante. Vous me suivez ? Bref, plusieurs routes pouvant mener au cancer, à des cellules cancéreuses qui vont pouvoir se multiplier et envahir le site tumoral primitif, et éventuellement aller envahir d'autres organes à distance sous forme de métastases. Revenons désormais sur les différentes étapes et ajoutons un peu d'images concrètes, histologiques, pour illustrer les différentes notions. Revenons sur quelques définitions, et pour les illustrer, appuyons-nous sur des exemples de lésions œsophagiennes. En haut, une muqueuse œsophagienne normale, un épithélium malpighéen qui repose sur une membrane basale qui le sépare du chorion. Les cellules se multiplient au niveau des assises basales uniquement, puis maturent vers la surface, avec diminution de taille et disparition des noyaux, avec des cellules qui ne se multiplient alors plus. En dessous, la même muqueuse agressée par un reflux acide chronique, pas de perturbation cellulaire ni architecturale majeure en vue d'avion, quelques modifications liées à l'inflammation en lien avec le reflux seulement. Le reflux acide est ici une condition précancéreuse qui se définit comme un état clinique, je dis bien clinique et non histologique, prédisposant au cancer. D'autres facteurs cliniques peuvent être considérés comme conditions précancéreuses, telles que le tabagisme ou l'alcoolisme par exemple. Avec le temps, les lésions d'œsophagite peptique générées par le reflux acide peuvent potentiellement entraîner une transformation de la muqueuse malpighienne œsophagienne en une muqueuse glandulaire, dont la présence définit ce qu'on appelle un endobrachyœsophage. Cette muqueuse peut en effet comporter des zones de métaplasie intestinale, c'est-à-dire des zones d'épithélium à différenciation intestinale telles que présentées dans la troisième image. Vous voyez que cette troisième image n'a plus rien à voir avec notre épithélium malpighien. Nous sommes passés à un épithélium cylindrique avec des cellules qui contiennent des boules de mucus. Cet endobrachyœsophage est un exemple de lésion précancéreuse que l'on peut définir en tant qu'anomalie histopathologique détectable avant l'apparition d'un cancer. De la situation clinique prédisposant au cancer, soit la condition précancéreuse, nous passons ici à la lésion précancéreuse quand des anomalies histopathologiques apparaissent. À remarquer que nous n'avons pas parlé de dysplasie à ce stade. Toute condition de lésion précancéreuse ne contient pas de dysplasie. La métaplasie intestinale, même si elle peut faire le lit de lésions néoplasiques ultérieures, n'est pas une dysplasie. Cette dysplasie, nous l'illustrons sur la quatrième image ici présentée, qui illustre une dysplasie développée sur endobrachyœsophage. Moins, voire plus de mucosécrétion, des noyaux qui ne sont plus bien rangés et alignés au pôle basal des cellules, mais étagés et moins réguliers, monotones, les uns par rapport aux autres, des images de mitose traduisant une prolifération des cellules, bref, des perturbations cytologiques et architecturales qui apparaissent même si on reconnaît encore la forme et la structure de nos glandes d'endobrachyœsophage précédentes. On glisse doucement vers le cancer et ses anomalies cellulaires et architecturales, mais on reste bien dans notre épithélium sans aller au-delà pour l'instant. Une dysplasie peut ainsi se définir comme une lésion précancéreuse reflétant un trouble acquis de l'homéostasie cellulaire, altérant le contrôle de la prolifération et la maturation cellulaire. Sans être expert
dans ses interprétations d'images histologiques, et même en vue d'avion, vous voyez bien que sur ces 4 images, les modifications morphologiques, depuis une muqueuse malpighienne normale jusqu'à des lésions dysplasiques ici glandulaires, car une étape intermédiaire était le passage par une étape de métaplasie, sont ici évidentes. Le processus dysplasique peut aussi se développer sans passer par l'étape métaplasie. On reprend ici une muqueuse malpighienne en point de départ pour illustrer le processus dysplasique, non plus glandulaire, mais ici en restant dans le champ des lésions malpighiennes. Le processus dysplasique, c'est un processus dynamique et séquentiel. C'est la phase initiale d'un processus néoplasique, on parlera aussi volontiers de néoplasie intraépithéliale, qui peut éventuellement conduire à terme à l'émergence d'un cancer authentique doté alors d'un pouvoir infiltrant et métastatique. D'une lésion dysplasique débutante que l'on qualifiera de bas grade vers une lésion dysplasique évoluée que l'on qualifiera de haut grade, il existe en effet une perturbation croissante de l'architecture tissulaire d'une part, augmentation de la densité, diminution de la différenciation cellulaire, anomalie de la polarisation cellulaire et désorganisation tissulaire, et d'autre part, de la cytologie avec une augmentation des mitoses, du rapport nucléocytoplasmique, ainsi qu'une anisocytose et une anisocariose croissante. En prenant l'exemple de dysplasie en muqueuse malpighienne, le grading de la dysplasie se fera en fonction de l'épaisseur épithéliale intéressée par les critères de dysplasie. L'augmentation de taille des noyaux, la verticalisation, l'augmentation de l'activité mitotique, le tout présentant en fait un aspect plus basal des cellules dysplasiques que les cellules du même niveau observées en muqueuse normale. On parlera ainsi de dysplasie légère ou néoplasie intraépithéliale de grade 1 en cas de lésion limitée au tiers inférieur de l'épithélium, de dysplasie modérée ou de néoplasie intraépithéliale de grade 2 en cas de lésion intéressant également le tiers moyen, et enfin de dysplasie sévère ou de néoplasie intraépithéliale de grade 3 en cas de lésion intéressant le tiers superficiel, en totalité ou non, de l'épithélium. En fait, pour la prise en charge des patients, c'est surtout les questions de dysplasie de bas grade, avec le moins d'anomalies et un risque faible de transformation cancer infiltrant, versus haut grade, avec des anomalies majeures et un risque plus élevé de transformation en cancer infiltrant, qu'il sera utile de distinguer, avec des cut-offs pour séparer bas grade et haut grade, variables d'un organe à l'autre et évolutives dans le temps sans rentrer dans les détails. Le stade ultérieur de l'évolution d'une dysplasie est le passage au cancer in situ, c'est-à-dire à une phase tout à fait initiale, non infiltrante. En pratique, le carcinome in situ, puisque les séquences dysplasie vers cancer concernent essentiellement les lésions épithéliales, est caractérisé par une exagération des signes de dysplasie de haut grade et est souvent difficile à différencier, voire non discernable de cette dernière. Définir des stades dans un processus continu comporte toujours une part d'arbitraire. La différence est en fait de peu d'importance du point de vue prise en charge du patient. Le traitement est le même, et en cas de traitement local suffisant, exérèse ou autre traitement local, le risque métastatique est nul à ce stade. En effet, tout se passe jusqu'à présent au-dessus de la membrane basale, sans stroma-réaction, sans possibilité d'infiltration locale, ni de progression à distance du clone tumoral cancéreux. Le passage au cancer infiltrant, au vrai cancer, débute par une rupture de l'intégrité de la membrane basale, que ce soit pour des lésions malpighiennes qui évoluent en carcinome épidermoïde, ici à gauche, ou des lésions glandulaires qui évoluent vers des lésions d'adénocarcinome, ici à droite. À ce stade, le cancer progresse dans le tissu sous-jacent avec une stroma-réaction, c'est-à-dire une modification du tissu infiltré par le cancer, et une possibilité de progression et de récidive à distance selon un mode métastatique croissant, avec le degré d'infiltration. Maintenant que le cancer est infiltrant, il peut progresser localement et à distance, tel qu'illustré dans ces images de mélanome. Les lésions tumorales sont ici entourées en bleu. Il infiltre progressivement de proche en proche les différents constituants du site tumoral primitif et potentiellement les organes adjacents en termes d'extension locale. Les nerfs peuvent parfois servir de guide à la progression tumorale de proche en proche. La progression à distance peut être aussi permise par les voies vasculaires que peuvent emprunter les cellules cancéreuses. Le passage dans la circulation lymphatique va pouvoir entraîner des métastases dans des ganglions lymphatiques de drainage de la région où se développe le cancer, et le passage dans la circulation sanguine va pouvoir entraîner des métastases dans différents organes à distance du site tumoral initial, par exemple poumon, foie, cerveau ou os, avec différents sites préférentiels de métastases selon les types de cancers considérés. La progression selon la séquence dysplasie, cancer in situ, cancer infiltrant avec ou sans condition précancéreuse connue. Ici, sur cette diapositive, une mutation germinale
de MLH1 qui entraîne un défaut de réparation de l'ADN, ici présenté pour l'exemple d'une séquence d'oncogénèse colorectale dans le cadre d'un syndrome de Lynch qui prédispose au cancer, peut se dérouler dans des délais très variables et de façon inconstante. La régression des lésions est possible à tous les stades, mais d'autant moins probable que le stade est avancé. L'intérêt de dépister et de prendre en charge les lésions à un stade précoce, précancéreux, cancéreux in situ, est donc important pour empêcher la progression vers un cancer infiltrant, de prise en charge et de pronostics différents. Nous allons maintenant nous intéresser à ces altérations moléculaires qui s'accumulent au cours de cette séquence et aux avantages sélectifs qui permettent le développement du cancer selon un modèle de progression tumorale simplifié, donc forcément faux, mais qui aura le mérite de nous être utile pour comprendre par la suite les stratégies de traitement du cancer et la place du pathologiste dans sa prise en charge. Développons donc un modèle de progression tumorale simplifié. Au départ, un individu sain, sans tumeur. Suite à quelques facteurs externes et ou internes, par exemple des rayonnements ultraviolets, des agents cancérigènes externes, mais aussi potentiellement une certaine prédisposition génétique, connue ou non, au cancer, des cellules normales ou métaplasiques, comme dans notre exemple initial d'œsophage, vont se mettre à se multiplier, à proliférer pour former une tumeur. Cette prolifération implique un certain moteur par activation de protéines à activité oncogénique, soit protumorale. Deux cas de figure, soit l'effet de ce moteur oncogénique est contrebalancé au bout de quelques divisions cellulaires par des mécanismes suppresseurs de tumeurs, antitumoraux, et la prolifération tumorale reste très limitée, sans accumulation d'anomalies majeures, et la prolifération reste au stade de ce qu'on pourrait appeler une tumeur bénigne, ou alors la prolifération se poursuit, prenant à défaut les mécanismes suppresseurs de tumeurs, et la prolifération tumorale, qui continue malgré l'accumulation d'aberrations moléculaires, en passant éventuellement par des stades morphologiquement identifiables de dysplasie, continue de progresser. Si les aberrations moléculaires restent compatibles avec les divisions cellulaires successives et confèrent un avantage sélectif à certaines cellules par rapport aux cellules adjacentes, si également ces cellules proliférantes anormales résistent, échappent à l'élimination par le système immunitaire et sont en mesure d'assurer leur approvisionnement en nutriments pour satisfaire leurs hautes exigences métaboliques, alors survit, se développe une tumeur maligne, un cancer qui aura d'abord une phase de progression d'infiltration locale telle qu'évoquée précédemment. Au-delà de la phase locale, le cancer s'étend ensuite à distance. En passant par la circulation, les cellules cancéreuses peuvent donner des métastases à distance, ganglionnaires ou viscérales comme on l'a vu. Cette extension à distance marque le point où le cancer échappe en fait à des possibilités de traitement strictement local chirurgical et nécessite des options de traitement systémique. Différentes options pour ces traitements systémiques avec l'espoir de diminuer au maximum, voire de supprimer totalement, la prolifération des cellules cancéreuses. Voyons le cancer dans ce modèle comme une machine infernale dont le moteur s'est emballé, les freins ont lâché, et qui a acquis la capacité d'assurer son approvisionnement en énergie, tout en échappant à tout contrôle externe. Des approches de chimiothérapie et radiothérapie tenteront directement de casser cette machine infernale, en essayant par exemple d'entraver directement les mécanismes de division cellulaire et ou d'induire suffisamment de dommages aux cellules tumorales en les irradiant pour les empêcher de se multiplier. D'autres approches ont récemment permis d'obtenir des résultats impressionnants. À défaut de pouvoir réparer les mécanismes oncosuppresseurs, soit de réparer les freins de la machine, l'identification du moteur oncogénique et son inhibition permet d'obtenir des régressions tumorales impressionnantes. Plus de moteur, plus de prolifération, plus de tumeurs. Inhiber les apports essentiels à la survie des cellules tumorales, par diminution des apports sanguins en utilisant des anti-angiogéniques, est également une stratégie intéressante. Plus de carburant, plus de fonctionnement de la machine. Enfin, si la machinerie cancéreuse échappe au contrôle par le système immunitaire, c'est grâce à différentes astuces moléculaires. En identifiant ces astuces et en les inhibant, on permet à nouveau au système immunitaire d'être actif contre les cellules tumorales et de les éliminer. Voici une approche très simpliste et imagée, mais qui a selon moi le mérite, à défaut d'être exhaustif, d'être assez pédagogique. Elle permet également de situer les trois rôles du médecin pathologiste dans la prise en charge des patients à risque ou atteints de cancer, localisé ou avancé. Un rôle de diagnostic essentiellement en termes de dépistage de cancer ou encore de diagnostic différentiel tumeur bénigne versus cancer avec le sous-typage le plus précis possible des lésions, un rôle pronostic pour chercher à prédire comment un cancer va évoluer ou pas chez le patient, et de plus en plus un rôle theranostique, soit prédictif de la réponse ou absence de réponse du patient à un traitement anticancéreux donné,
principalement, comme nous l'avons vu, pour des patients de stade avancé requérant une stratégie de traitement systémique. Voyons ces 3 points, ces 3 rôles désormais. Le rôle diagnostique nous permet d'aborder les caractéristiques d'une tumeur bénigne et d'une tumeur maligne dans les grandes lignes. Ce qui nous ramène, encore une fois, à la notion même de tumeur déjà abordée. On parlera aussi de néoplasme ou néoplasie en termes de prolifération cellulaire excessive, biologiquement autonome, de cellules qui ressemblent plus ou moins, mais parfois pas, à un tissu normal ou du moins à une partie de ses constituants. La tumeur, c'est les cellules tumorales avec les altérations génétiques, et un stroma tumoral, c'est-à-dire un tissu de soutien, avec des cellules sans les anomalies génétiques des cellules tumorales. Selon que les cellules tumorales ressemblent plus ou moins au tissu et aux cellules normales, on parlera de différenciation. Cette notion est essentielle, notamment pour le diagnostic d'un cancer, pour son étiquette, son appellation. Je vous renvoie au terme carcinome épidermoïde, adénocarcinome par exemple, pour la différenciation malpighienne et glandulaire respectivement de ces cancers épithéliaux, mais aussi pour participer à leur pronostic. Une tumeur bien différenciée, par exemple un adénocarcinome qu'on dira bien différencié, c'est-à-dire qui ressemble beaucoup au tissu d'origine, est en règle générale, mais non absolue, de moins mauvais pronostic qu'une tumeur peu différenciée ou indifférenciée, qui ne ressemble plus ou pas au tissu, ce qui peut poser même des problèmes de reconnaissance de l'origine du cancer. Pour l'exemple, si je vous remets en haut une photo de muqueuse colique normale, vous admettez assez facilement que parmi les 2 adénocarcinomes du côlon présentés en dessous, l'image située au milieu, au-dessus du mot différenciation, ressemble plus aux glandes normales et est donc mieux différenciée que la lésion illustrée sur le bas de la diapositive où la différenciation glandulaire n'est plus du tout aussi évidente. La distinction entre tumeur bénigne et maligne repose sur un faisceau d'arguments, dont chacun d'ailleurs peut être pris à défaut, ça serait trop simple sinon, mais gardez à l'esprit les grandes lignes ici mentionnées, une bonne limitation, une encapsulation, une bonne différenciation des cellules qu'on dira régulières, de croissance lente, un refoulement plus qu'une infiltration des tissus voisins, et une évolution seulement locale sans métastase sont des caractéristiques classiques de tumeurs bénignes. À l'opposé, une tumeur mal limitée, non encapsulée, qui peut être peu ou indifférenciée, avec des cellules très atypiques, avec beaucoup de figures de mitose, témoins de division cellulaire intense, et d'une croissance rapide, qui infiltre les tissus et a une évolution métastatique, témoigne d'une lésion tumorale maligne. Mais encore une fois, aucune recette dans la combinaison de ces arguments n'est absolue. Comment apprécier le caractère régulier ou atypique des cellules? Nous avons déjà abordé ces critères quand nous parlions des dysplasies, et ils seront retrouvés et volontiers exacerbés au stade de cancer, tel que dans cette métastase d'adénocarcinome d'origine pulmonaire, où les cellules sont particulièrement atypiques. Outre les noyaux de taille, forme et contour irréguliers, les gros nucléoles ici bien visibles au centre des noyaux, vous noterez les 2 images un peu en étoiles sombres, qui sont en fait des figures de mitose, et témoignent d'une importante division cellulaire dans cette lésion, à 12 heures et à 6 heures de l'image. La notion de pronostic va nous permettre d'aborder les notions de grade et de stade du cancer, maintenant que le diagnostic de tumeur maligne est posé. Établir les paramètres histopronostiques d'un cancer, c'est essayer de prédire l'avenir du patient, lié à l'évolution de son cancer. Pour cela, plusieurs paramètres, plusieurs scores variables d'un organe à un autre, d'un type de cancer à un autre. Outre apprécier des marges d'exérèse chirurgicale, c'est toujours mieux pour limiter les risques de récidive d'un cancer d'en avoir réalisé une exérèse chirurgicale complète et suffisante, quand c'est possible du moins. 2 notions sont assez communes à l'ensemble des cancers. Il va falloir définir le grade histopronostique de la lésion selon différents paramètres collectés à l'examen microscopique des lésions. Combinaisons variées selon les organes de différenciation, de prolifération à travers certains marqueurs protéiques ou comptage de figures de mitose, de zones de nécrose tumorale, d'images d'emboles néoplasiques, laissant présager une dissémination vasculaire et donc à distance, etc. Plusieurs paramètres parfois combinés dans des scores pour définir le grade histopronostique d'un cancer. Il va aussi falloir apprécier l'extension de ce cancer pour corréler cette extension à un pronostic pour le patient. C'est le but de la classification PTNM qui va donner le stade, et non le grade, du cancer. PTNM pour tumeur, nœud lymphatique,
métastase à distance. Le P, c'est pour pathologiste ou pathologique, à la différence du TNM, lui sans le P, qui sera pour la clinique, pour le clinicien. Sera appréciée ainsi l'extension locale de la tumeur primitive par le paramètre T, soit essentiellement en termes de taille de lésion, de pourcentage d'envahissement de l'organe pour les cancers développés dans des organes pleins, ou d'envahissement des tuniques tissulaires successives qui constituent un organe pour les cancers développés à partir d'organes creux. C'est très schématique et pas tout à fait exact donc, mais l'idée est là. L'envahissement d'organes adjacents, en dehors de l'organe d'origine, sera souvent qualifié du plus haut paramètre PT, soit PT4. Il n'y a pas de T5, de PT5 dans le TNM. Dans les lésions débutantes, seront classées en PTIS, lésions in situ, et en PT1, cancer infiltrant débutant. Seront également analysés les ganglions ou nœuds lymphatiques de drainage de la tumeur pour en déterminer le nombre de métastatiques avec des scores PN variables d'un organe à l'autre. PN0 signifie pas de ganglion régional métastatique, tandis que PN avec un chiffre derrière, plus grand que 0, se référera à la présence, voire au nombre de ganglions métastatiques. Enfin, la présence de métastases viscérales sera apportée par le paramètre M, souvent non examiné en même temps que la tumeur primitive d'ailleurs, alors que les ganglions de drainage sont souvent examinés en même temps que la tumeur E. Ce sera par exemple le cas d'une métastase hépatique, métastase cérébrale, ou d'une métastase pulmonaire, ce qui peut d'ailleurs poser quelques problèmes diagnostiques parfois. Par exemple, pour faire la différence entre une métastase pulmonaire d'un cancer pulmonaire, ce qui est possible, versus une seconde lésion primitive pulmonaire, le pronostic sera pas le même et la distinction sera pas forcément toujours aisée. La classification PTNM est variable d'un organe à l'autre et évolutive dans le temps, régulièrement mise à jour. Donc illusoire de la détailler ici. Elle est à considérer organe par organe à un instant T et doit faire référence à la dernière version publiée de la classification. À l'heure où je fais ce cours, nous en sommes à la 8e édition de la classification sortie en 2017. Néanmoins, nous en avons vu les principes généraux. En termes de pronostic, retenons donc les grandes lignes. Plus le grade est élevé, plus le pronostic est défavorable. Plus le stade est élevé, plus le pronostic est également défavorable. Enfin, abordons la notion de theranostic ou de prédiction de l'efficacité-inefficacité d'un traitement donné compte tenu des caractéristiques du cancer chez un individu donné, principalement dans le champ des thérapies ciblées et immunothérapie. Il s'agit d'extraire des informations de la tumeur, souvent de certains marqueurs protéiques ou acides nucléiques, qui permettront de choisir, dans la mesure du possible et les solutions thérapeutiques approuvées et disponibles, le bon traitement pour un cancer chez un patient donné, l'objectif étant bien entendu de tuer les cellules cancéreuses tout en limitant les effets indésirables graves chez les patients. Des exemples sont apportés notamment dans le champ des thérapies ciblées anticancéreuses. Certaines mutations ponctuelles de certains oncogènes sont identifiées comme étant responsables de la synthèse d'une protéine mutante, anormalement active et motrice de la prolifération cellulaire. C'est aussi le cas de certaines protéines anormalement exprimées quand le génome de la cellule tumorale a accumulé un nombre anormalement élevé de copies d'un gène, on parle d'amplification de ce gène, et certains réarrangements entre deux gènes, on parlera alors de gènes de fusion, sont également responsables de la synthèse de protéines chimériques porteuses d'une activité oncogénique anormale. Vous voyez que ces différents moteurs oncogéniques trouvent leurs origines dans différentes altérations moléculaires pour aboutir à des niveaux d'expression et d'activité de protéines oncogéniques anormaux. Dès lors, il est parfois possible d'inhiber l'activité de ces protéines oncogéniques. Je dis bien des protéines, on n'inhibe pas l'expression des gènes, mais c'est bien les protéines issues de l'expression des gènes qui sont les cibles des traitements, et ainsi de chercher à couper le moteur de notre prolifération tumorale cancéreuse. Couper le moteur, oui, mais à deux conditions. Premièrement, identifier ce moteur, ce qui implique des études complémentaires au niveau des acides nucléiques, au niveau chromosomique ou génique concernant ADN ou ARN, et ou des protéines en immunohistochimie. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des traitements disponibles et efficaces et approuvés pour inhiber l'activité de la protéine motrice de la prolifération tumorale, ce qui n'est pas le cas pour tous les drivers oncogéniques, malheureusement, et variable en termes de succès d'un cancer d'organe à un autre pour une même aberration moléculaire. Par exemple, pour un patient en situation de mélanome métastatique, la principale altération moléculaire est la mutation BRAF V600E,
présente dans à peu près la moitié des mélanomes. La mise en évidence de cette mutation, soit par analyse ADN ici en bas, soit par mise en évidence de la protéine mutante en immunohistochimie, avec marquage de cette protéine mutante dans le tissu ici en rouge, permet la prescription d'un traitement par thérapie ciblée, capable d'inhiber la prolifération tumorale de façon parfois spectaculaire chez des patients atteints de mélanome métastatique. La même mutation BRAF V600E autorise également une thérapie ciblée chez les patients atteints de cancer pulmonaire non à petites cellules, mais pas chez les patients atteints de cancer colorectal, où leur efficacité n'est pas établie. Autre exemple, les protéines chimériques issues de gènes de fusion impliquant des gènes ALK, ROS1 ou les gènes NTRK peuvent être détectées soit au niveau chromosomique, par exemple par technique d'hybridation fluorescente in situ ici en bas, soit à l'échelon protéique en immunohistochimie, ici marqué en brun sur la photo au-dessus de la fiche. La mise en évidence des réarrangements de ALK ou de ROS1 dans les cancers pulmonaires non à petites cellules permettra la prescription de traitements approuvés, tandis que la prescription de ces traitements dans d'autres cancers, où on peut néanmoins retrouver ces altérations moléculaires rares, est moins codifiée et nécessitera une discussion au cas par cas lors de réunions de concertation multidisciplinaires. Par contre, à ce jour, la mise en évidence d'un réarrangement d'un gène NTRK permet l'accès à une thérapie ciblée anti-TRK indépendamment du type tumoral concerné, poumon, côlon, mélanome ou autre cancer, dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, on dira aussi AMM, des traitements anti-TRK. Voilà juste quelques exemples pour vous illustrer que les choix thérapeutiques ne sont pas forcément évidents, même à l'ère des thérapies ciblées, et nécessitent de bien intégrer l'ensemble des données cliniques, moléculaires et anatomopathologiques, morphologiques, pour poser la bonne indication du bon traitement. Autre révolution récente dans le traitement des cancers, l'immunothérapie par inhibiteur de checkpoint immunitaire. Nous avons vu que notre machine infernale cancéreuse échappait à tout contrôle externe par le système immunitaire ici figuré par Pacman. Eh bien, cet échappement est lié à la mise en œuvre par les cellules cancéreuses, ici nos fantômes, de systèmes d'inhibition du système immunitaire par l'activation de checkpoints immunitaires, ici figuré par notre bouclier. Alors, en allant inhiber cette inhibition du système immunitaire, en ciblant les protéines impliquées dans ces checkpoints, on permet la réactivation du système immunitaire contre les cellules tumorales, et donc une réaction antitumorale, parfois à l'origine de régressions tumorales spectaculaires et durables. Mais plus encore que pour les thérapies ciblées, la prédiction de l'efficacité et inefficacité de ces traitements par inhibiteurs de checkpoints immunitaires est difficile à anticiper, avec donc peu de tests théranostiques utilisés et pertinents à ce jour pour la décision thérapeutique. Un de ces checkpoints immunitaires concerne l'interaction entre les protéines PD-1 et PD-L1. Aussi, des tumeurs ayant un niveau fort d'expression de PD-L1, comme ici illustré en immunohistochimie en haut, peuvent être, mais pas toujours, meilleures répondeuses au traitement que celles n'exprimant pas cette protéine. Toutefois, cette règle est souvent prise à défaut. Notez au passage la richesse en lymphocytes de cette tumeur pulmonaire qu'on dira PD-L1 positive, avec toutes les petites cellules entre les cellules tumorales sur la photo du bas. Les acteurs potentiels de la réponse immunitaire, ils sont déjà là, témoins d'une immunogénicité forte de la tumeur, mais il faut les sortir de leur état inactif par le traitement. Des tumeurs particulièrement immunogènes parce qu'elles comportent beaucoup de protéines anormales au niveau du système immunitaire, parce que beaucoup de mutations dans les gènes codant pour ces protéines sont particulièrement dépendantes de cet échappement au système immunitaire qui ne demande qu'à reconnaître les protéines anormales des cellules pour chercher à les détruire. C'est par exemple le cas des tumeurs présentant ce qu'on appelle une instabilité microsatellitaire en rapport avec une défaillance des systèmes de réparation de l'ADN qui accumule beaucoup de mutations. Aussi, la mise en évidence de cette instabilité microsatellitaire dans un cancer par une analyse de biologie moléculaire telle que présentée ici avec 5 sur 7 microsatellites analysés dits instables, permettrait de proposer une immunothérapie par inhibiteur de checkpoints immunitaires, indépendamment du type de cancer et d'organes concernés. Notez encore une fois la richesse en petits lymphocytes, ici marqués en marron par immunohistochimie, au sein de cette tumeur, avec instabilité microsatellitaire, témoin de sa haute immunogénicité. On s'est un peu attardé sur les notions de thérapie ciblée et d'immunothérapie par inhibiteur de checkpoint immunitaire qui ont pour but de tuer les cellules tumorales. Mais au fait, bonne question, comment meurt une cellule? Eh bien, il y a deux types de mort cellulaire que l'on peut opposer.
pas seulement des cellules tumorales, mais des cellules en général, la nécrose et l'apoptose. La nécrose, tout d'abord, sera en quelque sorte un assassinat des cellules, trop agressées par leur environnement pour pouvoir s'adapter et récupérer, avec des altérations d'abord au niveau cytoplasmique et des organites, bien avant les altérations nucléaires et les ruptures des membranes. C'est ce qui survient par exemple en situation d'hypoxie-anoxie-ischémie, suite à des brûlures ou des radiations, une toxicité chimique médicamenteuse ou encore en réaction à une agression à un agent infectieux ou une réaction immunologique. Un exemple à gauche avec ces cellules au cytoplasme très rose dit éosinophiles et au noyau en cours de destruction au sein de cellules détruites avec une importante réaction inflammatoire à polynucléaire neutrophile. Ici, ce sont des cellules tumorales nécrosées, sans doute en raison de vascularisation centrale de la tumeur insuffisamment robuste pour assurer les apports nécessaires au métabolisme des cellules tumorales. Je vous ai mis à gauche en haut les cellules dans leur aspect vivant et vivace pour comparer aux cellules en bas qui, elles, sont en nécrose. Cette nécrose va induire une réaction inflammatoire autour des groupes des cellules mortes, nécrose qui est parfois très importante, parfois pentissulaire. À côté de la nécrose, d'autre part, on a l'apoptose. L'apoptose que l'on peut qualifier en fait de suicide ou de mort programmée cellulaire qui va intéresser des cellules à l'unité, isolément, et non des groupes de cellules entiers ou des tissus entiers. Il s'agit d'une mort cellulaire qui ne va pas générer de réaction inflammatoire. La cellule, à l'unité, en raison par exemple des mêmes situations que celles qui induisent la nécrose, mais à plus faible intensité, pour induire l'apoptose, qui, à la différence de la nécrose, n'est pas un processus passif subi, mais actif et programmé au sein de la cellule, d'une évolution physiologique d'un organe ou de maintien des cellules des organes, ou encore des organes où un renouvellement est important et nécessaire, ou encore quand une cellule est reconnue comme étrangère ou tumorale par un lymphocyte T ou cytotoxique. Tout cela peut activer des processus apoptotiques qui vont aboutir à une fragmentation de la chromatine du noyau, avec des fragments de noyau qui vont rester entourés de cytoplasme et d'organites, avec une membrane plasmique conservée très longtemps, avec une rétraction de la cellule à l'unité, puis une fragmentation de cette cellule en corps apoptotique, toujours entourée de membranes plasmiques, qui seront ici phagocytées par des macrophages pour être éliminés. En fait, nos traitements anticancéreux et l'évolution même naturelle de la tumeur, en dehors de traitement, pourront induire la combinaison de ces deux morts cellulaires. On voit ici sur l'image de droite une image d'apoptose d'une cellule tumorale isolée, indiquée par la flèche. Je vous mets aussi un tableau, tous deux tirés avec l'image précédente, du cours en ligne de pathologie générale du Collège français des pathologistes, que vous pouvez consulter au lien sous forme de QR code ici, qui résume les différences entre nécrose et apoptose. Nous arrivons au terme de ce cours. Au final, nous avons parlé vie et mort et transformation des cellules, développement, progression et traitement du cancer, tout en replaçant les rôles du pathologiste dans cette analyse des tumeurs et des cancers à différents stades. Bien se rappeler qu'au-delà du rôle de diagnostic, le pathologiste a également un rôle dans l'anticipation de l'évolutivité de la maladie à travers l'analyse de paramètres histopronostiques, que nous n'avons pas détaillés ici mais qui seront à voir avec les différentes pathologies d'organes, et de plus en plus dans l'orientation des choix thérapeutiques à travers l'analyse de biomarqueurs moléculaires, conditionnant notamment l'accès à des thérapies ciblées ou à des immunothérapies par inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Le pathologiste, en quelque sorte, c'est ainsi le chef d'orchestre des analyses sur les cellules et les tissus tumoraux pour hiérarchiser ces différentes analyses et en extraire le maximum d'informations à travers une synthèse pertinente pour la prise en charge des patients atteints de cancer.